Avec vous sur Sud Radio, une émission évidemment où nous parlerons en grande partie du président de la République, l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, qui est décédé hier soir à l'âge de 94 ans. Pour en parler, pour évoquer sa mémoire, évidemment, on vous attend, auditeurs de Sud Radio. Vous avez certainement des souvenirs de Valéry Giscard d'Estaing. On entend beaucoup de choses. Il a été un grand réformateur. On va en parler, mais il ne faut pas oublier qu'il a également perdu sa réélection. On en parle ce matin avec Jean-Luc Benamias, bonjour, membre du Conseil économique, social et environnemental. Patricia Balme, bonjour, vous êtes communicante, présidente fondatrice de PBcom International, et on peut dire qu'il a été un de ceux qui ont, il a été celui qui a révolutionné la communication politique. Éric Revel, éditorialiste, directeur de la chaîne Azur TV. Bonjour Éric, vous l'aviez rencontré il n'y a pas si longtemps que cela. Et Christian de Villeneuve, journaliste politique, patron de Christian de Villeneuve, effectivement patron de presse. Vous avez dirigé de très nombreux journaux, le Parisien, le Journal du Dimanche. Vous avez traversé quelques présidences, et donc vous avez aussi certainement des souvenirs à évoquer avec nous. Valéry Giscard d'Estaing, donc élu président en 74, à 48 ans, il était le plus jeune président élu. J'ai envie peut-être de commencer un petit tour de table, un souvenir, ce qu'il évoque pour vous, pour chacun d'entre vous. Patricia, commençons avec vous, Patricia Balme. Voilà, écoutez, moi je fais partie peut-être des années Giscard, et en effet à l'époque, quand on était militant politique, il y avait les Chiraciens, les Giscardiens. Mais je raconterai plutôt une anecdote que peu de gens connaissent. Thierry Leluron est au théâtre Marigny et il fait un spectacle tous les soirs. C'est l'époque des Diamants de Bokassa, et sur scène, le chien de Thierry Leluron arrive avec un collier de diamants. Et un soir, dans l'après-midi, Thierry Leluron apprend que Valéry Giscard d'Estaing vient assister à son spectacle. Donc il appelle tous ses copains, dont je faisais partie, et il dit mais Giscard vient, c'est pas possible. Et je lui dis j'espère que tu vas empêcher ton chien de venir sur scène. Il me dit pas du tout, je fais comme d'habitude. Et en effet, le chien de Thierry Leluron, qui s'apparentait au labrador de Giscard, avec un collier de diamants, fait son apparition sur scène. À la fin du spectacle, nous sommes dans la loge de Thierry Leluron, et qui arrive? Valéry Giscard d'Estaing, qui vient le féliciter pour son spectacle. Et il a ce mot d'humour extraordinaire: j'ai beaucoup apprécié le collier anti-puce de votre chien. Voilà ce que je voulais raconter, parce que peu de gens étaient là ce soir-là. Voilà, un auditeur nous dit bonsoir madame, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. C'était effectivement aussi l'une des imitations de Leluron qui a joué un rôle. On va revenir sur la non-réélection de Valéry Giscard d'Estaing. Christian de Villeneuve, un souvenir, vous? Oui, moi j'ai toujours été frappé par son intelligence fulgurante. Et son talent pédagogique. Alors, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Et une fois, il était venu au Parisien à l'occasion du vote sur la Constitution européenne. Et on avait rassemblé une dizaine de lecteurs. Et souvenez-vous, le texte était extrêmement long, extrêmement complet. Eh bien, pendant 2h30, avec une passion, avec un sens de la synthèse extraordinaire, il avait argumenté sur cette constitution. Et à la fin, les lecteurs, qui étaient des gens comme vous et moi, eh bien, ils sont sortis, mais ils avaient compris quelque chose et l'enjeu de l'élection. Et ça, et vraiment, son talent pédagogique, ce sens de la formule, de la communication, m'ont toujours beaucoup impressionné. Oui, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'il avait un côté très aristocratique, il était comme ça, mais il était effectivement capable d'un humour et d'une assez grande facilité d'expression. Hein. Il recherchait une certaine proximité. Alors que précisément, on lui a beaucoup reproché, son caractère un peu hautain, arrogant et distant. Oui, absolument. Éric Revel, un souvenir? Oui, les souvenirs, Christian a dit beaucoup de choses. Alors moi, c'était pas une interview. Bon, le côté aristocrate du personnage, on y reviendra, parce qu'en fait, il a acheté le nom de d'Estaing, il a essayé de se faire reconnaître... Son père qui l'a acheté. Il a essayé de se faire reconnaître dans l'ordre des Cincinnati, des descendants de Lafayette, ça n'a jamais marché. Donc en fait, c'est un faux aristocrate, mais un vrai bourgeois, ça c'est sûr, un très grand bourgeois. Et alors, justement, moi, le souvenir que j'ai,
c'est rue de Bénouville où il avait son hôtel particulier pour une interview chez lui. Bon, Christian, lui, il l'accueillait au Parisien. Moi, de temps en temps, j'étais... Bon, voilà. Mais là, ce jour-là, c'est chez lui. Je travaillais pour un quotidien financier qui a disparu, qui s'appelait la GFI. Et on était en pleine recherche du nom pour la future monnaie européenne, vous savez. Et Giscard avait fait une proposition. Il avait proposé de l'appeler l'écu. Bon, alors, évidemment, ça renvoyait à l'histoire de France. Mais surtout, ça faisait beaucoup rire parce que, vous savez, à l'époque, on pouvait dévaluer des monnaies ou au contraire geler le cours des monnaies. Et c'est vrai que l'écu gelé, ça sonnait un peu bizarre. Et je me souviens très bien. Alors évidemment, j'ai pas abordé le sujet comme ça avec lui parce que, bon, j'étais pas de taille. Mais ce qui m'avait frappé d'abord, c'est quand vous arriviez chez lui, il y avait une espèce de hall d'entrée, c'était un hôtel particulier où il y avait plein de trophées de chasse. Alors il y avait parce que c'était un grand chasseur, il y avait des défenses en ivoire, enfin, tout ça qui serait totalement politiquement incorrect aujourd'hui. Et où Christian a tout à fait raison, c'est que moi, ce qui m'a toujours frappé d'où j'étais, c'est-à-dire de ma modeste condition de journaliste, c'est sa fulgurante intelligence. Ouais. C'était quelqu'un d'extrêmement brillant. En fait, il avait le ton arrogant, mais il se mettait à porter des gens. C'est ça qui était incroyable. Fulguramment, enfin très intelligent et surtout qui connaissait incroyablement les dossiers parce que moi quand je l'ai vu il y a 20 ans chez lui ou je sais plus, il n'était plus président de la République mais il continuait à tout suivre et moi j'ai l'impression avec Giscard d'Estaing c'était plus un homme d'État qu'un homme politique, voilà, c'était un homme d'État plus qu'un homme politique. Je sais pas si alors Jean-Luc Benamias. Bon, c'est très ambivalent moi, par rapport à Giscard d'Estaing. Oui, parce que je fais juste une petite parenthèse. J'ai lu un tweet qui m'a fait sourire ce matin en disant il croule sous les hommages, sous les compliments. Pourquoi n'a-t-il pas été réélu en 81 s'il était enfin, il y a plein de trucs, Valérie. Je vais laisser la parole à Jean-Luc, mais souvenez-vous des avions renifleurs, on pourra parler. Oui, il y a eu les diamants, il y a eu beaucoup de choses. Oui, absolument. Non. Jean-Luc, alors ambivalent, Jean-Luc Benamias. Moi, j'étais jeune militant PSU, écolo déjà, mais PSU, donc j'étais pas tout à fait dans la bande à Giscard. Puis en 74, quand il se fait élire, j'ai pas le droit de vote, mais ça justement c'est le côté positif de Giscard, c'est qu'il amène le droit de vote à moins de 21 ans et à 18 ans, plus le droit des femmes, plus l'IVG, enfin tout le monde sait bien quels sont les côtés novateurs, extrêmement novateurs de Giscard d'Estaing. Maintenant, pour aller vite, puis on aura le temps d'en discuter après évidemment, moi je suis présent sur une manifestation antinucléaire à Malville le 31 juillet 1977 et malheureusement cette manifestation se passe très mal et il y a un mort, des blessés graves et tout ça. Donc voilà, je dis que c'est ambivalent. Après, je reviens sur la période après Giscard d'Estaing quand il n'est plus président et effectivement, si on l'avait laissé tout seul défendre la Constitution européenne, je pense que ça aurait été beaucoup mieux et il a eu beaucoup de choses qui se sont passées derrière son dos. Il en était d'ailleurs furieux parce que ce qui s'est passé au Conseil européen et ainsi de suite, pendant qu'il défendait la Constitution, a fait qu'une grande partie des populations, notamment la nôtre, a voté contre. A voté contre. Ouais, une réaction à ce que vient de dire Jean-Luc. Pardon ? Une réaction, est-ce que... Oui, non, mais il y a nos auditeurs qui disent ça. Giscard savait si bien discourir sur la Constitution européenne qu'il a perdu le référendum. Non, voilà. Alors, excuse-moi Valérie, s'il l'a perdu, il l'avait dit lui-même, il défendait l'article 1 et il disait on s'arrête à l'article 1. Excusez-moi d'être très précis. Le Conseil européen et d'autres ont rajouté un article 2, un article 3, qui faisait qu'il y avait une confusion énorme. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis simplement que lui avait défini et un travail conséquent, argumenté par rapport à ce qu'il pensait de l'Europe. Et derrière ça, on avait tout, on avait globalisé, et ce qui a fait que plus personne n'y comprenait rien. Oui, absolument. Alors on va peut-être marquer une pause. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous avez une réflexion, un souvenir à propos de Giscard d'Estaing. On vous attend sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, une émission consacrée à l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, décédé hier soir à l'âge de 94 ans. La famille précise que les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité familiale. Le président de la République, vous l'avez entendu, va s'exprimer ce soir lors d'une allocution à 20h pour saluer la mémoire du président Giscard d'Estaing. Peut-être une question sur cette allocution avant de reparler de la personnalité, de la politique de Valéry Giscard d'Estaing. Patricia Balme, est-ce que je pense que si... ça fait partie des conventions ? Non,
ça ne fait pas partie des conventions, mais s'il n'y a pas d'obsèques nationales au cours desquelles le président de la République ferait un hommage à l'ancien président, eh bien, il a décidé de prendre la parole pour lui rendre hommage ce soir. Moi, je pense que c'est ça. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est nouveau et innovant. Non, Jacques Chirac l'avait fait. Christian ? Non, Jacques Chirac avait été intervenu à la télévision lors du décès de François Mitterrand, et d'ailleurs son intervention avait été très remarquée. Mais est-ce que c'était une intervention on dit, Christian, solennelle, c'est à ce moment-là que Chirac est devenu président de la République, en fait. C'est à la mort de François Mitterrand. Et on se souvient sans doute que ce jour-là, il y a les vœux à la presse de Chirac, que Evelyne Richard, qui organisait les voyages, vient me voir et me dit « Le président est mort ». Moi, j'arrivais pour les vœux de Chirac. Je dis « Ah bon ? Chirac est mort ?» Et puis non, c'est Mitterrand. Mais est-ce que c'était le même type, Christian, Eric, est-ce que c'était le même type d'allocution solennelle aux 20h, ou est-ce que c'était une réaction Non, c'était aux 20h. Non, c'était très solennel. Non, juste, si je voulais être un peu cynique pour mettre un peu d'ambiance, et Valéry Giscard d'Estaing, qui adorait jouer de l'accordéon et faire des blagues, m'en voudra pas, c'est que quand même, j'espère que ce soir, Emmanuel Macron ne va pas, dans son hommage, nous lier la disparition de l'ancien chef de l'État au Covid-19, puisqu'apparemment il est mort de la... Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'il ne va pas nous faire un truc genre, voyez, même un grand homme, enfin, non, je plaisante, mais on nous dit partout qu'il est mort de la Covid-19 à 94 ans. C'est possible, mais enfin, bon, voilà. Oui, il avait déjà des problèmes pulmonaires depuis quelque temps. Il avait été hospitalisé, donc évidemment. Jean-Luc Benamias. 94 ans, c'est quand même un très bel âge. Oui. J'ai vu ça aussi dans la Provence. Ce matin, j'ouvre la Provence, je suis abonné évidemment, et je lis « mort du Covid ». Je m'excuse, il n'y a pas de quoi rire, mais à 94 ans, oui, moi je pense que mort de vieillesse. Oui, il est mort de vieillesse, mais effectivement. Alors, on a un auditeur, Pierre de Toulouse. Appelez-nous 0826 300 300. On vous attend sur Sud Radio pour nous dire ce que représentait Valéry Giscard d'Estaing pour vous. À tout de suite. Allez-y, on a Pierre avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Oui. Moi, en 81, je n'étais pas encore à l'âge de voter, mais comme je suis centriste depuis toujours, j'aurais bien sûr voté Giscard d'Estaing. Tout ça parce que je pense que c'était un homme extrêmement moderne. Il l'a prouvé, puisqu'il défendait quand même la condition des femmes avec la loi sur l'avortement. Il faut quand même reconnaître que ça a été... il s'est battu pour ça avec Simone Veil. Ensuite, il était quand même aussi écologique. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une loi qui a été votée pour la protection du littoral, et cette loi a été votée sous Giscard d'Estaing. Et aujourd'hui, d'ailleurs, lorsqu'on redémolit tous ces restaurants qui sont en bordure de mer, c'est des lois qui existent de Giscard d'Estaing. Et puis ensuite, il a été aussi soucieux de permettre aux Français de venir à Paris, moi qui suis de Toulouse, sans payer l'autoroute. Et l'autoroute entre Millau et Paris est gratuite. Et ça aussi, ça paraît pas. Mais lorsque vous êtes du Sud, vous avez besoin d'aller voir la capitale pour des raisons peut-être aussi purement politiques, au moins vous pouvez ne pas financer déjà, c'est déjà une économie. Et puis au fond, après bien sûr le côté négatif, et ça malheureusement c'est qu'il sortait de l'ENA. Et ça par contre c'est quelque chose que je trouve dommage. Parce que, non mais c'est vrai, c'était dommage parce que on voit qu'après il y a un esprit qui est un peu moulé, il a... Pour moi, il a conditionné un peu la France comme si c'était un outil et où il faisait des expériences. Et autant il y a des lois intéressantes, autant derrière, après, je trouve que c'était la Startup Nation avant la lettre. Il a embauché aussi 1 million de fonctionnaires, il faut le savoir, parce que, évidemment, il y avait eu la crise de 73-74. On dit d'ailleurs que Mitterrand avait embauché beaucoup plus de fonctionnaires, or c'est faux. C'est Giscard d'Estaing qui a embauché énormément de fonctionnaires. Mais tout ça fait que derrière, évidemment, il sortait de cette école et il faisait des tests. Alors bien sûr, il est sorti en 80, il n'y a eu pas encore de déficit, mais quand même, je crois aussi qu'il a augmenté la TVA. Il faudra vérifier, mais il me semble que la TVA était plus basse. Eric va peut-être pouvoir nous le dire. Oui, voilà, il y a eu beaucoup de choses de fait qui sont intéressantes, mais aussi, bien sûr, il y a ce côté que je reproche un peu, qui était plus ou moins d'appliquer ce qu'on lui avait
appris à l'école. Voilà. Oui, et en même temps, enfin, je ne sais pas si... Merci Pierre de votre appel tout à fait intéressant et puis cette information effectivement qui nous avait peut-être échappé sur la gratuité de cette autoroute. Mais c'est vrai sous cet aspect extrêmement rigide, il a eu des réformes extrêmement novatrices pour la société. L'âge de la majorité, c'est ce que nous dit une de nos auditrices. C'est grâce à lui que j'ai pu gagner 3 ans sur la majorité. La réforme la refonte de l'audiovisuel, la légalisation de l'IVG. Pour les femmes, il a fait énormément, évidemment, avec Simone Veil, le divorce par consentement mutuel. Et François Giroud, Valérie. François Giroud, oui. Avec François Giroud, premier ministère du droit des femmes. Absolument. Secrétaire d'État, je crois, au départ. Hein. Oui, de la condition féminine. Exact. Pardon, merci. La condition féminine. Mais Valérie. Oui, Éric Revel. Non, mais on peut faire le panégyrique de l'œuvre de Giscard d'Estaing, mais il y a quand même aussi des trucs, évidemment. Oui, non, mais allons-y, c'est ce que disent les auditeurs aussi. Quand quelqu'un meurt, c'est toujours le plus formidable. Mais voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des petits, points qui méritent d'être soulignés. Il y a l'affaire scandaleuse des avions renifleurs. Vous savez, alors rappelez-nous ce qu'était cette affaire. Qu'on allait trouver du pétrole avec des avions qui reniflaient dans les nuages. Bon, ça a été un fiasco et un drame financier terrible. Je vous parlais tout à l'heure de l'emprunt Giscard, parce que souvent on dit Giscard, homme du chiffre, le dernier comme secrétaire d'État aux finances, avoir voté un budget équilibré dans ce pays. Il n'a pas eu de chance, il a eu les 2 chocs pétroliers, tout ça est vrai. Mais où il n'a pas eu de chance et où il n'a pas eu de nez, c'est que quand il lance l'emprunt Giscard, vous vous en souvenez peut-être pas, l'emprunt Giscard, il est en francs, l'État emprunte 7 milliards de francs, je crois, ou 7 milliards et demi de francs. Bon, il n'y a pas la crise pétrolière, l'État indexe la valeur de cet emprunt sur l'or. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Choc pétrolier de 73 et 79, valeur refuge absolue, c'est toujours vrai aujourd'hui. Le Napoléon est impérial, et le lingot monte en flèche. Résultat des courses, l'emprunt Giscard, vous savez, celui qui réfléchissait à l'économie, celui qui avait équilibré son budget, résultat des courses, là où on avait emprunté 7 milliards de francs, ça a coûté 90 milliards de francs au bout du compte des remboursements, je crois, sur l'emprunt Giscard. Bon, voilà, il y a quelque part, je pense qu'il ne colle pas à cette image de libéral et de super économiste. Et puis, il y avait quand même avec lui quelqu'un dont on ne parle plus beaucoup maintenant. Montbard. Il avait des comptes en Suisse, c'est Raymond Barre quand même. Ouais. Voilà. Raymond Barre était à la manœuvre. Et Raymond Barre, il avait été choisi parce que, paraît-il, c'était le meilleur économiste de France. Ça veut bien dire que Giscard, il avait peut-être un peu, lui qui était quand même arrogant et sûr de lui-même, il avait peut-être des doutes sur sa capacité, justement, d'économiste et de personnage clé dans voilà. Rappelons-nous. Moi, je crois qu'il a gagné. L'affaire Boulin aussi. Il y a l'affaire Boulin. Oui, il y a l'affaire Boulin. Il y a les diamants dont on va reparler. Alors oui, il s'est expliqué sur ces diamants que nos auditeurs nous rappellent effectivement en masse. Michael nous dit beaucoup d'avancées sociales qui auraient de toute façon été mises en place sans lui. Chômage de masse sous son septennat et le début de la désindustrialisation de la France. Alors, moi, je sais pas. Oui, Patricia. Je crois qu'il a à la fois gagné et perdu sur son image. Il a gagné sur son image parce qu'à l'époque, en 1974, il apparaît comme un président moderne avec une communication politique très innovante. Il aimait beaucoup Kennedy. Kennedy était un jeune président, donc quelque part, il a essayé de s'identifier à ce jeune président qu'était Kennedy. Alors Kennedy, c'était le petit John sous le bureau à la Maison-Blanche. Et lui, c'était sa fille Jacinthe sur son affiche de campagne. Il fallait quand même le faire. Donc, il a voulu imposer une image et un style moderne, et certainement, c'est ce qui l'a aidé à l'emporter. Le problème, c'est qu'à la fin, il a utilisé une communication politique qui a déplu aux Français. Exemple, inviter les éboueurs maliens au petit déjeuner. Ça, c'était franchement ridicule. S'inviter chez les Français à dîner en demandant des œufs brouillés, c'était d'ailleurs aujourd'hui, ce serait encore risible. Donc, à la fois... Pardon. Oui. C'était Christian. une communication trop artificielle. Elle n'était pas sincère, cette communication. Mais non. C'était fabriqué. C'est ce que je dis. Donc, je termine là-dessus en disant qu'à la fois, sa communication innovante l'a aidé à gagner, mais l'a aidé à perdre aussi, en dehors des diamants de Bokassa. Parce qu'il était devenu ridicule. Et cette espèce, il faut le dire quand même, c'était un faux aristo qui adorait la monarchie, qui adorait les titres nobiliaires. Et
bon, c'est son père qui avait acheté ce titre et il s'était donné une particule. Mais justement, ça, c'était pas innovant du tout. C'était totalement démodé, ridicule. Il se disait descendant de Louis XV par la fille bâtarde de Louis XV. Enfin, tout ça n'était pas moderne, justement. Et c'est ça qui a été le paradoxe de Giscard. Allez, on va marquer une pause. Les auditeurs qui réagissent sur le Facebook de Sud Radio sont assez critiques. Nous parlent du regroupement familial, nous parlent du taux de pauvreté sous son septennat, de Khomeini, d'un certain nombre de choses. On va en parler. À tout de suite. Par SMS, vos coordonnées. Avec vous sur Sud Radio. Sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi avec Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social, environnemental, Patricia Balme, communicante, présidente fondatrice de PBcom International, Éric Revel, éditorialiste et directeur de la chaîne Azur TV, et Christian de Villeneuve, journaliste politique. Et vous avez dirigé, je le rappelle, de très nombreux journaux, de nombreux quotidiens comme Le Parisien ou encore Match, le journal du dimanche. Vous connaissez très bien la vie politique française. On a un auditeur avec nous en ligne sur Sud Radio. C'est Harry. Bonjour Harry. Oui, bonjour à tous. Bonjour. J'ai apprécié l'intervention de l'auditeur juste avant, parce que j'avais peur de me sentir un peu seul, parce que moi je suis un peu critique. Mais parlons vrai, Sud Radio, parlons vrai. Donc on peut dire la parole est libre, et je disais que certains de nos auditeurs effectivement sont assez critiques. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Donc en premier lieu, je voudrais dire surtout paix à son âme, parce que même peu importe ce qu'on pense de lui, en bien ou mal, il est mort, quoi, donc faut pas s'en réjouir non plus. Par contre, c'est vraiment, je trouve qu'il y a vraiment du recyclage politique à fond, surtout quand j'entends tous les médias, les influenceurs, on va dire, qui nous font un roman mondialiste, progressiste de Valéry Giscard d'Estaing. Alors c'est vrai qu'il a fait une législation en faveur du droit des femmes, ce qui est très bien, mais on s'arrête là. Et le bilan est complètement tronqué et biaisé. Alors, je vais revenir vite fait sur les différents scandales qu'il y a eu. Alors, juste une anecdote, je ne vais pas m'étendre sur les diamants de Bokassa, mais il y a une anecdote qui est marrante. On ne sait pas si c'est vrai, mais c'est assez croustillant. On dit qu'il aurait séduit la sœur de Bokassa et qu'il l'ait lâché un peu comme ça par-dessus l'épaule, et que c'est elle qui se serait vengée et qui aurait fait éclater le scandale. Donc ça, c'est un truc qui m'a toujours fait rire. J'ai surtout d'émotion vis-à-vis de Boulin. Alors, je ne vais pas dire quelles sont les circonstances de sa mort, je n'en sais strictement rien. Par contre, il semble évident que, étant pas du tout dans la ligne néoclassique au niveau économie et social, enfin plutôt néolibéral, il était plutôt gaulliste social ou keynésien, si vous préférez, il est clair qu'il a été complètement lâché par le gouvernement, qui s'est fait mettre au but par son propre parti. Donc voilà, déjà, ça c'est aussi un point que je pense que plus personne n'abordera. Alors, c'est vrai que merci Harry de votre appel. C'est vrai que nos auditeurs sont assez critiques, disent également on va pas. Alors certains disent on en fait moins que pour Chirac. Alors est-ce que c'est parce que Chirac c'était plus récent, mais qu'on semble être non, Patricia, mais qu'on semble à chaque fois qu'une personnalité comme cela décède, on ne retient que les bonnes choses. Oui, c'est vrai, mais pas cette fois et pas dans le cas de Giscard. Et la différence entre Chirac et Giscard, il faut le reconnaître, c'est que Chirac aimait les autres. Et c'était sincère et ça se voyait. Donc les Français, et même ceux qui n'avaient pas voté pour lui et qui étaient en désaccord avec sa politique, ont salué son départ, sa mémoire et se sont émus. On a vu les files d'attente pour aller se recueillir. Giscard était quelqu'un d'abord de beaucoup plus distant, de plus réservé, mais c'est vrai aussi de plus hautain et de plus méprisant. Je pense que Giscard avait il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'affect, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Et Giscard avait un amour de lui-même, alors que Chirac n'avait pas cet amour de lui-même. Et plus encore, Chirac avait cet avantage majeur pour un homme politique, c'est qu'il doutait parfois de lui.
Et voilà la différence. Non. Oui, mais enfin, il y a aussi, pardon, il y a une notion de temps aussi, c'est-à-dire que Giscard d'Estaing, c'est 81, donc pour beaucoup 40 ans. C'est ça. Ça dit plus grand-chose. Et quand même, moi, sur l'incarnation de la fonction présidentielle, alors je sais que ça fait 13 5e République et pas 6e République dont on nous bassine en ce moment, mais je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'au-delà des réformes qu'un président de la République peut porter, la façon dont il incarne la fonction est extrêmement importante dans ce pays. D'ailleurs, il manque un pilier régalien au jeune président Macron. C'est bien ça, il a du mal à incarner la fonction. Mais juste sur Giscard et Mitterrand, pour moi, ils avaient une relation très étroite dans leur façon d'incarner la fonction présidentielle. La distance, une certaine forme d'arrogance chez Mitterrand, que j'ai suivi pendant 5 ans de mes voyages présidentiels. Et c'est Mitterrand qui a dit ça, mais Giscard aurait pu le dire. Mitterrand disait « L'autorité est un mystère et le mystère est une distance. » Voilà. Et bien Giscard, c'était aussi cette façon d'incarner la fonction présidentielle. Ça peut paraître has-been, ringard, de dire on a peut-être besoin d'une incarnation de la fonction présidentielle, et même aujourd'hui, au moment où la société se fragmente de partout, mais je pense que c'est une valeur qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main. L'incarnation, la fierté d'avoir un président qui incarne quelque chose, ça veut dire, y compris pour les jeunes, beaucoup de choses, à mon sens encore. Éric, Chirac l'incarnait aussi, la fonction présidentielle. D'une façon différente. Mais d'une façon totalement différente. Avec plus de proximité avec les Français. C'était je veux dire, Giscard, j'avais pas l'âge, et Mitterrand, je l'avais. Je peux te dire que dans un voyage de Mitterrand, s'il venait pas vers toi, tu n'allais pas lui parler à François Mitterrand. Il passait, les foules s'écartaient, comme la mer Rouge. Mais Chirac, Giscard j'ai fait quelques voyages. Puis, dans l'avion, il te disait, bon, là, on va atterrir dans 3 heures, il y a du décalage horaire, je prends ma pilule, excusez-moi, pour aller dormir. Ouais. Et c'était le président de la République, tu vois. Ce côté, mais c'était pas du tout la même incarnation. Christian de Villeneuve sur l'incarnation. Il y avait une espèce de halo, alors on peut le regretter, hein, mais c'est aussi ça. L'autorité, c'est un mystère. Le mystère, c'est une distance. Bon, moi, je pense que Giscard avait une autre idée de lui-même, et je crois que c'est De Gaulle qui disait le problème de Giscard, c'est le peuple. Et pendant tout son septennat, effectivement, il a cherché à recoller au peuple, et il n'y est pas parvenu. Mais c'est vrai que il y a 2 périodes dans le septennat de Giscard. Il y a d'une part les 2 premières années qui sont des réformes sociétales et qui sont des 2 années honnêtement fulgurantes. Et il faut lui reconnaître quelque chose, c'est qu'il a fait la politique. Il a fait la politique de la gauche contre son camp, et ça lui a été beaucoup reproché. Et s'il a été battu aussi en 81, je pense qu'une partie de la droite n'a pas voté, ne lui a jamais pardonné l'IVG et autres réformes. Après, la deuxième partie, d'abord, il y a les effets du choc pétrolier, il y a l'augmentation du chômage. On a l'impression qu'il est paralysé. Et c'est là où il faut quand même pas oublier, et ça les Français ne le reconnaissent pas, qu'il a combattu pour l'Europe de façon exceptionnelle. Il est, par exemple, et Eric me confirmera, il est quand même le père spirituel de l'euro, si on veut, et du système monétaire. Donc, et ça je trouve que ça lui passe insuffisamment compté. Il le paye cher. Oui, il le paye très cher. Oui, Jean-Luc Benamias. Pour une raison bien simple. Il perd sur quoi, Giscard d'Estaing en 81? Il perd sur le social. Il perd. Bon, après, il y a le fait que la gauche se reconstruit et ainsi de suite. Mais rappelez-vous, la première période, tu as raison. C'est une période où c'est moderne, c'est plus centre-gauche que centre-droite, tout ce qu'on veut. La fin, après, c'est plus du tout ça. C'est très à droite, très, très à droite. Et c'est lui qui... on en parle beaucoup en ce moment, comment la France se désindustrialise. C'est la fermeture de la sidérurgie française, qui coûte très très cher, qui coûte encore la fin des machines à outils. Il condamne toute la filière de la machine à outils. Des manifestations extrêmement violentes des sidérurgistes, à Longwy, à Denain, dans le Nord, dans l'Est. Et tout ça, il le paye cher. Parce qu'à un moment donné, il ne sait plus où il est. Il n'est plus en capacité, dans l'incarnation, d'incarner l'ensemble de la population française. Et ça divise. Bon, plus évidemment, c'est bisbille avec Chirac.
Il faut qu'à un moment donné, une partie de la droite française ne veuille pas. Mais c'est un point important ce que dit Jean-Luc, je crois, parce qu'aujourd'hui, on vit le drame d'une mondialisation qu'on nous avait vendue comme très heureuse et dont on voit les limites sur la question des vaccins, des masques, où tout est en Chine et en Inde. Cette mondialisation-là, elle a vidé notre pays d'emploi industriel au profit de ces pays-là. Mais en réalité, Jean-Luc a raison, à l'origine, et ça c'est pas quelque chose de très grand public, mais celui qui lance pour la France la mondialisation qui s'avérera pas du tout heureuse, c'est Giscard d'Estaing, parce qu'il désindustrialise la France au profit de ces pays-là. Voilà, on perd des emplois, on perd des filières, on perd du savoir-faire, et tout ça aujourd'hui, quand un Montebourg vous parle de Made in France ou autre, ça veut bien dire qu'on a. Et en fait, tout commence quand même avec Giscard d'Estaing. Quid des le lien avec ce qu'on appelle la classe ouvrière. Enfin, ce qu'on appelle. Oui, Jean-Luc Benamias a aussi souligné un autre point très important. C'est ce qui se passe avec Jacques Chirac. Il faut rappeler le contexte. Jacques Chirac aide véritablement Valéry Giscard d'Estaing à gagner cette élection. Oui. Et il en fait forcément, parce qu'il devait le remercier, il en fait son Premier ministre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là que la fêlure arrive? C'est que Giscard est président, Chirac est Premier ministre, et là, Giscard grimpe sur un escalier à 10 marches au-dessus de Chirac et commence à le traiter de haut et avec mépris. Et vous savez pourquoi ce phénomène? Parce que souvent, les hommes politiques sont extrêmement ingrats vis-à-vis de ceux qui les ont aidés à gagner une élection. Et parfois, ils veulent même le faire oublier. Et là, il n'y a plus de dialogue possible, il n'y a plus d'entente possible, et ce qui est terrible, c'est que Giscard méprise, humilie à de nombreuses reprises Chirac, et on voit d'ailleurs une image extraordinaire une fois à l'entrée du Conseil des ministres où Giscard salue tous les ministres, sauf Chirac qui lui tend la main, et on voit la main de Chirac perdue dans le vide. Et là, ça marque définitivement la scission entre les deux. Et Chirac se vengera. Et se vengera effectivement en appelant à voter. On va marquer une scission quand même. Oui. Jean-Luc, allez-y. Deux parties de la droite tout à fait existantes. Le gaullisme existe encore, peu ou prou, et ce qu'on a appelé le centre-droit à l'époque était quand même, si on regarde l'histoire de Giscard d'Estaing avant sa prise de pouvoir en 1974, il est quand même très proche d'une droite dure, très proche d'une droite dure. C'est vrai. Oui, absolument. Plusieurs réactions. Alors, on parle beaucoup des diamants, donc je ne sais pas si vous avez des informations sur ces fameux diamants. Et puis le regroupement familial, c'est aussi Giscard d'Estaing qui me dit un auditeur est la source d'une partie de nos problèmes actuels. Le regroupement familial, pardon Valérie, le regroupement familial, c'est réellement Georgina Dufoy et François Mitterrand dans les années 80. Je ne dis pas que Giscard n'a pas commencé, mais le vrai regroupement familial, c'est après la marche des beurs, ce qu'on appelait la marche des beurs en 83, qui a un regroupement familial global. Non mais Giscard... Alors, on va y revenir, on est obligé de marquer une pause. On marque une pause et on revient dans un instant. 0826 300 300 si vous voulez évoquer sur Sud Radio ce que représentait le président Giscard d'Estaing pour vous. On vous attend, à tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on évoque la mémoire du président Giscard d'Estaing, l'ombre, la lumière, les diamants, les fameux diamants qui reviennent encore et toujours. Vous avez évoqué, Éric Revel, les avions renifleurs. Il y a effectivement dans les choses qui reviennent Chamonix, Daniel Gilbert, il y a eu pas mal de choses. Les Didi, le livre qu'il avait écrit. En sortant de l'Élysée. Absolument. Bon, il y a eu pas mal de choses, mais c'est vrai que les diamants de Bokassa, c'est un marqueur. Quand on pense Giscard, on pense diamant, inévitablement. Christian. Vous avez raison, Valérie. Alors attendez, Christian avait commencé à parler. D'accord. Je crois que c'est une histoire de corne-cul, les histoires de diamants. Ils avaient été d'une valeur insignifiante. En revanche, c'est une manipulation, une organisation qu'il y avait de Roland Dumas, le Canard enchaîné et le Monde, et qui ont très bien orchestré. Et Giscard a eu un grand tort, c'est de mépriser et de négliger de répondre aux attaques. C'est ça l'histoire. Il y a une dynamique d'une polémique et ça, il est plus du tout contrôlé, et je pense que ça a pris une importance démesurée. Alors, il faut dire, Christian, que le mot en lui-même, c'est un mot qui tue.
pour les Français qui souffrent. Je veux dire, le mot diamant, combien de Français pouvaient avoir des diamants à l'époque et aujourd'hui encore moins. Mais simplement, les diamants, on les a vus beaucoup plus tard parce qu'ils ont été montrés. D'ailleurs, je ne sais plus à qui, où ils sont aujourd'hui, ils ont été donnés et on les a vus dans une petite pochette en plastique. C'était pas grand-chose, c'était des diamants bruts, non taillés. Et c'est vrai que les présidents africains à l'époque offraient des diamants quand c'était des diamants. Donc c'était un cadeau comme ça. Mais c'est le mot qui a tué, la façon dont ça a été présenté. Effectivement, les diamants de Giscard, c'est resté et ça restera des années encore. Et c'est ça le problème. Maintenant, il est vrai que Giscard avait un tropisme africain très fort. Moi, je sais qu'à une époque, il téléphonait au chef d'État africain parce qu'il voulait qu'on lui ouvre des parcs pour faire des chasses aux lions. Et voilà, donc il était chez lui en Afrique. Et c'était une époque où tout était permis et n'importe quoi aussi était permis. Parce qu'il s'est comporté en Afrique, il faut le dire et il faut oser le dire, il s'est comporté comme un monarque à l'époque, à qui on ouvrait les chasses présidentielles. Voilà. Voir son dernier livre, qui est sorti il y a 15 jours. Là. Exactement. Absolument, oui. Éric, Jean-Luc. Oui, non, moi je partage tout à fait l'idée, même si c'est un peu choquant que l'affaire des diamants, c'est rien du tout en fait, mais c'est l'image. Ça rajoute à la distanciation de Giscard et du peuple. Vous voyez, il est tellement riche et tellement arrogant, et en plus, on lui file des diamants. Mais c'est quand même le président des riches. Premier président des riches. Premier président des riches, oui. Alors, on évoquait le regroupement familial. Alors, vous disiez que ce n'était pas lui, Jean-Luc Benamias, qui avait... complet. C'est pas lui qui finalise. Non, mais c'est lui qui lance. Je veux dire, en fait, il prend une mesure importante que je vais rappeler et il la compense. La mesure que prend Giscard d'Estaing, c'est de fermer la porte à l'immigration salariale. Vous savez que pendant des années, des décennies, la France a capté, notamment en provenance du Maghreb, une population à bon marché pour faire tourner son industrie et des jobs que les Français ne voulaient pas faire. Et c'est Giscard qui dit stop, on arrête cette immigration salariale, mais on ne va pas laisser les gens qui sont dans notre pays, qui travaillent pour l'industrie ou ailleurs, isolés, donc je vais permettre à leur famille de venir. Et c'est comme ça que commence ce regroupement familial, qui aujourd'hui, évidemment, a montré largement ses limites. Mais on ne peut pas non plus accuser Giscard d'Estaing de ne pas avoir une vision qui allait jusque dans le siècle suivant. Vous voyez, bon. Mais c'est vrai que le sujet, il est là, il est sur la table. Et je rappelais tout à l'heure que le biographe de Valéry Giscard d'Estaing, Éric Roussel, je crois qu'il était journaliste au Figaro, dans son livre, il fait dire à Giscard d'Estaing qu'il regrette ce regroupement familial. Voilà. C'est vrai. Il l'a dit en 2018, oui. Il l'a regretté effectivement par la suite. Il y a eu le RTF aussi, la télévision, qui a énormément changé pendant son septennat. Là aussi, il y a eu un changement radical dans la façon de faire. Ah bah oui, Alain Perfit ne venait plus donner le déroulé. Oui, c'est ça, oui. C'est un gros changement quand même. Non, mais il a fait exploser le RTF, Giscard. Il a carrément supprimé le RTF, absolument. Absolument. Bien sûr. Il supprime le RTF, mais il n'ouvre pas les ondes pour autant. C'est François Mitterrand qui ouvre les ondes. Oui. Au niveau radio, non, mais on y va. Je veux dire, Radio Riposte, Jean-Luc Benamias. Il crée une seule radio, rappelez-vous, elle s'appelait Radio 7. Il crée une radio pour les jeunes dans le service public. Radio 7. Bon, là, plus personne ne comprend rien à ça, mais je le rappelle. Voilà. Après, il n'ouvre pas vraiment. Moi, je trouve que j'ai plus envie vous m'excusez, de parler du Giscard sur une position internationale dans les dernières années de sa vie où vraiment, au niveau de l'idée de l'Union européenne qu'il avait, c'était un de ceux qui l'expliquait le mieux, et qui était très critique par rapport à l'évolution de l'Union européenne, et de manière absolument pratico-pratique, vraiment en expliquant pourquoi l'Union européenne, aujourd'hui, à 27, ne pouvait pas continuer à tourner comme elle était. Et quand on regardait tout ça, alors je sais que ça paraît étonnant de ma part de dire ça, parce que je n'ai pas toujours été d'accord avec lui, vous avez compris, c'est le moins qu'on puisse dire, mais là-dessus, je trouve qu'il avait vraiment des théories, des informations qui étaient extrêmement utiles, et que l'ensemble des chefs d'État, notamment le nôtre, aurait bien fait d'écouter. Mais je crois qu'il était très pessimiste sur l'évolution. Très pessimiste sur l'Europe. Hein.
Exact, Oui. parce que il était tellement au courant de tout ça, c'est lui qui a créé en grande partie l'évolution de l'Union européenne, très au courant des limites du genre, et des limites du genre à 27. Oui, C'est ça, exactement. absolument, c'est vrai, c'est vrai. Et je crois Oui, allez-y, Christian. Non, je crois que Emmanuel Macron le consultait assez régulièrement sur l'Europe. Et Ah. Giscard était extrêmement Il n'a pas dû inquiet. l'écouter. Hein. Non, voilà. Alors, certains voient en Giscard d'Estaing son héritier, enfin, certains voient en De Macron, voir pardon, l'héritier de- l'héritier de... Ah oui, non, alors attention Valérie, Voilà, parce oui. que si vous dites ça, ça veut dire qu'il est battu en 2022, Bah Emmanuel oui, Macron. non, mais sur Pas la qu'un septennat forme... quinquennat, alors c'est ce que vous dites là. Mais non, c'est pas, mais sur le plus jeune président, il est devenu le plus jeune président, et puis sur la manière d'être, Bah, est-ce que vous, oui, Moi, je pense que, en effet, Patricia Ball. un président qui arrive a toujours besoin d'avoir un marqueur d'héritage. Alors, on essaye de prendre l'héritage de Chirac qui est parti. Maintenant, ce sera Giscard. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui tue la fonction présidentielle et peut-être le devenir d'un président? C'est le quinquennat. Et je rappelle quand même, à tout hasard, que Giscard est à l'origine du passage au quinquennat. Et c'est ce qu'on a avec Lionel Jospin. Et c'est ce qu'on a appelé à l'époque la revanche du vengeur masqué. Le vengeur masqué étant Giscard. Et c'était en direction de Chirac. Et ce quinquennat fait qu'aujourd'hui, un président n'a plus une longue histoire. Il a une histoire très brève. Et comment marquer de son empreinte en 5 ans, alors qu'on sait très bien que la première année, on démarre et on essaye, et puis les 2 ans qui précèdent la réélection, donc 3 ans après, on est déjà en campagne électorale. Et c'est ça le problème aujourd'hui de l'image d'un président qui veut durer. Oui, mais ma question c'est, est-ce qu'il y a du Giscard dans Macron? Alors, moi, je vais vous dire, je fais une véritable différence entre Giscard et Emmanuel Macron. Bon, à 2 ans près, ils ont été élus président de la République. Je crois que c'était 48 ans pour Giscard et 42, 43. Non, c'est 39 ans pour Macron. 39 ans pour Emmanuel Macron. Mais pour moi, il y a une grande différence. C'est que même si les deux ont pris de la hauteur, l'un s'est pris pour un monarque, l'autre pour Jupiter, donc d'ailleurs Dieu est du ciel, hein. Il est encore plus haut que le monarque normalement. Bon. Mais il y a une grande différence pour moi quand même, c'est que Giscard d'Estaing, avec toute l'arrogance dont il était capable, tout ce côté monarque dont il était capable, c'était quand même un homme de terroir, c'était quand même un homme de l'Auvergne. C'est d'ailleurs comme Pompidou. Attendez, non mais c'est important. C'est-à-dire, ok, il vivait dans un château, mais comme tout châtelain, il était au contact de ce terroir-là. Emmanuel Macron, c'est pas un homme du terroir. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas vu venir la crise des Gilets jaunes. C'est un type, c'est un banquier d'affaires devenu président de la République et qui est parisien, même s'il nous a expliqué en lançant son mouvement En Marche, pour essayer de se créer un lien au terroir, qu'il était d'Amiens. Mais en réalité, la grande différence entre les deux conceptions un peu hautaines du pouvoir, c'est que Giscard, il avait quand même des bottes, on le voyait avec des bottes, et même s'il s'adressait aux paysans avec un peu de déférence et de distance, mais il les connaissait. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron les connaisse. Mais c'est un homme politique, c'est un élu, Giscard, puisqu'il a franchi toutes les étapes, ce que n'est pas le président de la République actuelle. Exact. Oui. C'est le problème d'un ancrage pour un chef d'État. Et Hollande avait un ancrage, Emmanuel Macron n'en a pas, Chirac avait un ancrage, et c'est très très difficile. Alors il y a eu simplement Nicolas Sarkozy qui lui n'avait pas d'ancrage, mais non, c'était Neuilly, c'est pas tout à fait bon non plus. Il avait un ancrage à Neuilly-sur-Seine. Hein. Oui, mais justement, la différence c'est que lui a joué plus sur le français de s'en mêler, ce qui pouvait lui donner une autre image. Oui, c'est effectivement différent. On va marquer une pause et puis on va passer à vos coups de cœur et vos coups de gueule pour parler un petit peu d'autres choses également avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, avec Jean-Luc Benamias, Patricia Ball, Méric Revel et Christian de Villeneuve. On a 10 minutes en gros pour parler d'autres choses, nous dire ce que vous nous disiez, ce que vous avez retenu dans l'actualité, dans ce qui a attiré votre attention. Christian de Villeneuve, on va commencer avec vous, c'est plus léger. Oui, je vous propose de vous replonger encore dans les années Giscard, avec le dernier livre de Jean-Marie Perrier qui s'appelle, je crois, Déjà hier. Déjà hier, absolument. Ouais.
et qui retrace toutes ces rencontres, ces joies, ces joies, ces peines, avec toutes les époques, depuis les époques yéyé, c'est-à-dire avec Johnny, Sylvie, les Beatles, mais aussi Lucchini, Kiberlin. Bref, c'est un livre non seulement très bien écrit et forcément illustré avec des photos remarquables. Franchement, ça fait du bien. Voilà. Oui, alors effectivement, le livre est assez bien conçu parce que pour une fois, il y a la photo et c'est l'histoire de la photo ou de l'époque où a été prise cette photo et il raconte c'est très bien fait. Je lis 4 ou 5 portraits par jour et c'est très agréable. Voilà. Oui, non, c'est paru chez Kalman Levy. Ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que Jean-Marie Perrier, vraiment, a eu la chance d'être à côté des artistes, des grandes stars de ce monde dès qu'il avait 20-21 ans, si je me rappelle bien, et encore peut-être un peu moins. Donc, à ce niveau-là, quand les expositions des photos de Jean-Marie Perrier passent, il faut vraiment y aller. Achetez le livre, vous aurez une exposition chez vous avec l'histoire. Donc, ça s'appelle Déjà hier et c'est paru chez Kalman Levy. Pardon ? Ainsi, c'est très bien écrit en plus. Oui, absolument. Patricia, alors attendez, parce que Jean-Luc, puis après, il y a Patricia et Eric, on va faire un doublé, puisque ça concerne les vaccins. Jean-Luc, vous, c'est un coup de gueule sur les contrôles aux frontières des skieurs. Oui. Je ne sais pas comment ce gouvernement fait pour se prendre autant les pieds dans le tapis. Et là, des skis dans le tapis ou les skis sur la neige. Déjà, cette histoire d'interdiction des stations de sport d'hiver, ok, bon, je trouve ça lamentable, mais alors dire après qu'on ne peut plus circuler, mais c'est incontrôlable, totalement incontrôlable. Et puis on invente une position européenne qui aurait dû être prise. Elle n'a jamais été mise au goût du jour, cette position européenne, parce que je rappelle qu'il y a des stations de sport d'hiver en Pologne, en Slovaquie, en Slovénie, et ainsi de suite. Ce qui fait que c'est totalement impossible. Et même, comment on fait parce que la libre circulation entre les frontières est toujours autorisée. Comment on fait pour dire que quelqu'un revient du ski ou pas? Alors évidemment, si on a les skis sur la voiture, c'est facile. Mais les gens ne sont pas totalement idiots. Donc s'ils vont faire autre chose, par exemple, ils vont à Andorre, acheter de l'alcool et du tabac, puis ils en profitent pour skier. Et Jean-Luc, ils auront les skis à Andorre. Hein. Jean-Luc, en tant qu'ancien membre du PSU, moi j'aurais plutôt aimé que vous nous parliez de la déclaration de Ruffin sur Inter qui dit qu'il faut refermer les frontières de la France. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que France Inter dit oui, ce sont des positions un peu contraignantes. Ben non, c'est les positions du Rassemblement national. Alors, qu'en pensez-vous, mon cher Jean-Luc ? J'en pense que j'ai lu. Évidemment, quand je tombe sur ces choses-là, je dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Ruffin, que j'aime bien par ailleurs, parce qu'il me fait rire et tout ça. C'est pour ça que je vous pose la question. Et comme vous disiez bien, évidemment, c'est complexe. Il n'y a plus d'immigration, on ferme les frontières. Non, c'est pas aussi simple que ça, heureusement pour lui. Mais effectivement, ce sont des... J'étais pareil par rapport à Mélenchon quand il dit qu'il faut refaire le service national, le service militaire. Puis j'ai été regarder, c'est un peu plus complexe. Voilà, bon, c'est comme ça. D'accord. Donc en fait, la solution, ce serait de fermer les frontières. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de dire. D'une certaine manière. Patricia, votre coup de gueule? C'est même pas un coup de gueule, c'est une franche rigolade. En fait, j'ai écouté les propos du Premier ministre, Jean Castex, hier matin. Il vous fait rire. Ah oui, il me fait beaucoup rire, moi. C'est la seule. Peut-être, mais bon. Non, c'était ironique. C'était ironique, hein, Patricia. Allez-y. Alors, hier matin, donc, il assure que, et je cite, les autorités ont de quoi vacciner 100 millions de Français. Alors, ça m'a beaucoup fait rire parce que je voudrais juste rappeler au Premier ministre que d'après le dernier recensement de la population française en 2019, nous serions 66,99 millions de Français. Donc, ce que je voudrais dire à Jean Castex, c'est que, sauf rebond de 33 millions de naissances en 2020, dû à l'intimité de ce confinement et qui a pu certainement provoquer de nombreuses naissances, ça me semble quand même excessif de dire qu'on va vacciner 100 millions de Français, puisque si 33 millions de Français sont nés en 2020, ce sera un record mondial de natalité. Alors, chère Patricia, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je crois qu'il y a une petite confusion. Et là, moi aussi, il me fait rire Jean Castex. Il a un côté, les bronzés font du ski quand il interdit les remontées mécaniques. Mais là, sur le sujet, je crois que vous... Non. Attendez, parce que quand il annonce 100 millions de doses, on sait qu'en fait, il faut... Non.
Il n'annonce pas 100 millions de doses. Il dit qu'il aura de quoi vacciner 100 millions de Français. Et si on prend la phrase donc 100 millions de doses. C'est en fait, c'est 2 doses par Français. Il n'aura pas, avec les 100 millions, de quoi vacciner tous les Français. Mais c'est un clin d'œil. Il n'a pas parlé de 100 millions de doses. Il parle de 100 millions de Français. Le chiffre m'a amusé. Mais on a le droit de s'amuser. Ça peut lui arriver à lui aussi. Un peu d'humour, quand même. Non, moi, je vais parler aussi des vaccins. Et vous, des vaccins, oui, Eric. Là aussi, c'est à la fois drôle et terrifiant, pour moi, hein. C'est que vous avez vu que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, pardon, avec Boris Johnson en tête, lui-même qui a été victime de la Covid-19 il y a quelques mois, ça y est, ils attaquent la vaccination. Vous avez vu, ils attaquent la vaccination. Absolument. Là, il y a une espèce de solidarité anglo-saxonne. Ils attaquent la vaccination avec le Pfizer. Donc, c'est la semaine prochaine, hein, ça commence, ça y est, ils sont tout feu, tout flamme. Bon, nous, l'autre côté de la Manche, bon, on regarde ça avec un petit peu de prudence. Moi, je ne suis pas du tout spécialement anti-vaccin, c'est pas ça que je dis, mais la façon dont Boris Johnson a vendu ça à sa population, j'ai trouvé ça, mais à la fois très drôle, parce que vous avez l'impression que ça y est, il n'y a pas d'effets collatéraux possibles, on n'a pas de recul, mais c'est pas grave, on y va, on fonce tête baissée. Et nous, on est là, les petits Français, on se dit, bon, vivement quand même que Sanofi, qui travaille sur une autre technologie, nous sorte peut-être un petit vaccin où on inocule la maladie plutôt que cet ARN messager dont on ne sait absolument pas comment ça va fonctionner. Ouais. Mais le Boris Johnson, vous savez, un peu sur le modèle de Trump, lui, il a dit qu'il n'y a pas de crise de Covid-19, et Johnson dit, coup de baguette magique, il n'y a plus de maladie, à partir de, dans 3 semaines, 1 mois, c'est fini en Grande-Bretagne. Voilà. Ouais, il est parti en retard, hein. C'est ça son problème. C'est qu'au début, il a dit il ne se passe rien. Donc voilà, maintenant il essaie de rattraper. Oui, mais c'est pas brillant. Hein. C'est pas brillant parce que ça n'est pas très contrôlé. Hein. On peut comprendre, mais c'est pas très contrôlé. Bah oui, il y a une sorte de course à celui qui vaccinera le plus vite, aura le meilleur résultat. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu étonnant. Puis c'est un peu inquiétant quand même, Valérie, parce que je vous rappelle quand même, on a presque déjà oublié, mais les premiers à avoir annoncé un vaccin sont les Russes. Hein. Vous savez, Poutine avait dit, une de mes filles a été vaccinée par Sputnik, hein, qui est le nom du vaccin russe. Bon, si on faisait un petit sondage là, rapide, hein, je vois souvent qu'il y a des questions de Sud Radio sur Twitter. Ouais. Si on vous dit, vous préférez vous faire vacciner par un bon petit truc Sanofi en attend ou par un Sputnik, je pense quand même qu'au-delà de nos politiques, on préférerait un petit Sanofi. Quoi. Ouais. Gilles, tout à l'heure, Gansman, dans le zapping, nous rappelait que certains posaient la question de savoir si on pouvait aller se faire vacciner, nous, Français, en Grande-Bretagne. Je ne sais pas, ça peut être une... Non, parce qu'on vous soupçonnerait d'aller faire du ski en Grande-Bretagne. On vous soupçonnerait d'aller faire du ski en Grande-Bretagne. Oui, on ne pourrait pas aller faire de ski. Allez, pour finir, juste, je voulais vous lire le tweet de Béatrice Houchard. Vous êtes consoeur journaliste, qui est grande spécialiste et amatrice du Tour de France, qui a écrit de très nombreux livres. Elle dit « Je ne résiste pas au plaisir d'ajouter que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a permis que le Tour de France se termine sur les Champs-Élysées depuis 1975. » Et Michel Denisot lui répond sur une idée d'Yves Mourouzi, ce que j'ignorais. Vous le saviez tous, les uns et les autres ? Non, je ne savais pas, moi. Eh ben voilà, il l'avait fait, Yves Mourouzi, si je me rappelle bien, lors d'un 13h, effectivement, où il y avait peut-être Giscard d'Estaing sur le plateau, mais c'est pas sûr. Mais je crois que c'est sur un 13h. Yves faisait plutôt de la moto, non, du vélo. Oui. Je ne sais pas, mais en tout cas... Oui, Christian ? Non, il a raison. Yves Mourouzi était un fan de moto. Oui, de moto, mais bon, en tout cas, c'est Giscard d'Estaing qui a permis que le Tour de France arrive sur les Champs-Élysées. Voilà. Et ben, ce sera la conclusion de cette émission. Merci Laurent à tous les 4. s'en rappelle. Oui, absolument. Merci à tous les 4. Conservez une image en tête quand même, parce qu'on la verra plus jamais, celle de Giscard d'Estaing torse nu en train de jouer de l'accordéon. Oui, attendez, vous imaginez aujourd'hui un président de la République torse nu. Lui, il l'a fait. Regardez la photo de Giscard. Et puis ce qu'il faut garder, Valérie, le président Macron aussi, hein. On l'a vu torse nu. Bah oui, sur son bateau. Ah bah sur son jet ski, il était bien torse nu. Attendez, Valérie, il a un petit gilet sauvetage sur son... il y a eu des non, Giscard, il est torse nu. En Thaïlande. Je crois, Valérie, Giscard, il est torse nu et d'ailleurs, il est poilu. Alors et il joue au foot aussi. Bon, et Patricia, quelle image vous voulez qu'on retienne ? Moi, je voudrais qu'on garde l'image des années Giscard. Et les années Giscard, c'était les films de Claude Sautet, c'était les cafés en fumée, c'était une liberté
qui étaient joyeuses, parce que c'était quand même des années très joyeuses qui, j'espère, reviendront un jour, mais quand ? Quand, voilà, la question reste en suspens. Merci à tous les quatre. Restez à l'écoute de Sud Radio. Dans un instant, vous retrouverez André Berkoff. Très bonne journée, à demain.